Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Aujourd'hui, nous recevons Mohamed Nabil Ben Abdallah. Mohamed Nabil Ben Abdallah, bonjour. Bonjour. Alors, on ne vous présente plus, mais on va quand même vous présenter pour les rares qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes ancien ministre de la Communication 2002-2007. Vous êtes ancien ambassadeur en Italie, pas pour longtemps. Juste après, vous êtes devenu secrétaire général du PPS pour la première fois. On en parlera, vous voyez venir. Vous avez été ensuite ancien ministre de l'Habitat et de la Politique de la Ville, sans discontinuer pratiquement jusqu'en 2017. Et parfois, vous avez aussi l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Alors, vous êtes peut-être un phénix qui renaît de ses cendres ou un survivant qui se relève à chaque fois de ses chutes. Je ne sais pas, vous allez nous expliquer ça. Avec moi donc pour vous interroger sur ce qui vous arrive au Congrès, ce qui vous est arrivé au Congrès, au dernier Congrès, au 11e. Moustapha Sahimi, bonjour. Bonsoir. Vous êtes politologue, vous êtes professeur de droit. Vous aussi, on ne vous présente plus, vous aussi, je vous présente. Alors, Nabil Ben Abdallah, on va enlever le Mohamed, vous êtes plus connu sous le nom de Nabil Ben Abdallah. Tout à fait. Donc, vous avez été réélu à la tête du PPS à l'issue du 11e congrès. Première élection en 2010, deuxième élection en 2014, troisième élection en 2018, quatrième élection 2022. Je vous vois sourire. En tout cas, ce qu'on peut mettre à votre actif, c'est que vous tenez les délais. Tous les 4 ans, vous avez votre congrès. Alors, donc, pourquoi rester? Pourquoi ce quatrième mandat? Et vous avez été critiqué là-dessus. Pourquoi pas finalement un quatrième mandat? Allez, on va aller à rebrousse-poil de ce qui se dit habituellement. Oui, on pourrait prendre les choses de cette manière, après tout, pourquoi pas. Maintenant, je peux vous dire que très sincèrement, et j'ai eu l'occasion de vous le dire ici même, très sincèrement, j'aurais aimé passer la main, j'aurais aimé assurer une succession avec les autres membres de la direction. Nous en avons longuement parlé. À peu près plus d'une année avant la tenue de ce congrès. Nous avons même produit un papier pour encourager une discussion en interne, pour favoriser l'émergence d'un ou d'une camarade pour pouvoir prendre le secrétariat général du parti. Progressivement s'est installée une orientation que je ne souhaitais pas, à savoir que les circonstances globales, la situation interne du parti, nécessitaient que je reste. J'ai essayé, très honnêtement, de contrecarrer cela. J'ai dit à tous mes camarades à l'intérieur du parti que ce n'était pas une bonne option et que de toute manière, même si je rempile pour 4 ans, il faudra bien me trouver un successeur par la suite, un ou une. Et bien voilà, cela n'a mené à rien. J'ai quand même suivi le processus, à savoir veiller à ce que le délai de candidature, conformément à nos textes internes, soit ouvert. Et ce délai est resté jusqu'à l'ouverture du congrès, jusqu'au jour même du congrès. Et il n'y a eu aucune candidate, ni aucun candidat. Et moi non plus, d'ailleurs, je ne me suis pas présenté pour justement ouvrir la voie. Et c'est le congrès qui a décidé Qu'est-ce que vous feriez? Attendez, excusez-moi. une quasi-unanimité. Qu'est-ce que vous feriez ces 4 prochaines années pour qu'en 2026, vous ne soyez pas à votre 5e mandat pour les mêmes raisons? Non. Que personne n'a émergé? Non, non. J'ai prévenu, je l'ai dit lors du congrès, lors de mon intervention de clôture, j'ai dit qu'il fallait que ce soit un engagement de tout le congrès. Et donc, j'ai demandé à tout le monde, écoutez, nous devons absolument préparer une succession collective d'abord, parce que le parti, vous savez, ne repose pas sur un homme. Il ne peut pas reposer demain non plus sur un homme ou sur une femme. Le parti, de par son identité, de par son orientation, est d'abord et avant tout une direction collective. Peut-être qu'on m'a souvent vu sur le devant de la scène toutes ces années, mais vous savez, ce qui fait tenir le PPS, ce qui fait son unité, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes en interne, c'est parce qu'il y a discussion de chacune des décisions, c'est parce que le bureau politique joue son rôle, c'est parce que le comité central joue son rôle pour l'ensemble des décisions. C'est pour ça que vous ne voyez pas un parti éclaté, qui a des problèmes, etc. Pour autant, cet argumentaire est intéressant. C'est le même argumentaire qui avait été développé en 2018. Je m'en souviens, le renouveau du parti, la promotion de nouvelles élites. Alors, je vous pose une autre lecture. En 2018, je n'avais pas déclaré que je devais partir. Oui, mais vous l'avez dit juste après. Vous avez dit que c'était votre dernier mandat. C'était votre dernier mandat. Alors, je vous propose une autre lecture qui est celle-ci. Est-ce qu'on ne peut pas penser que Nabil s'est beaucoup préoccupé du statut de Ben Abdallah
et qu'il n'y a pas eu la même volonté ni la même mobilisation pour promouvoir de nouvelles élites et donc un dauphin. Parce que finalement, ça se prépare. Vous avez fait référence au fait qu'il n'y avait pas de candidat, etc. Mais un processus de succession se prépare en amont pendant des années. Est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait un candidat susceptible de vous remplacer? Je vais vous dire quelque chose, pour être tout à fait sincère avec vous, et clair. Et en même temps m'adresser à travers vous à mes camarades en interne, mais également à l'opinion publique. Avant que je devienne secrétaire général du parti, ce que je vais vous dire est modeste, immodeste, chacun jugera. Je vais essayer de rester, ne pas trop me prendre la tête, comme ne pas trop me donner d'importance, parce qu'il faut savoir rester à son juste statut. Et avant que je sois secrétaire général, vous le savez, j'étais déjà sur la scène. Je parlais politiquement. J'étais dans des plateaux de télévision. J'étais sur des radios. J'étais dans des interviews et autres. Je m'exprimais beaucoup au nom du parti. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que, d'abord et avant tout, pour un parti comme le PPS, il faut que 1, 2, 3, 4 de nos camarades, femmes ou hommes, s'imposent sur la scène, politiquement déjà, pour devenir une personnalité nationale. Je les ai invités à faire cela. Beaucoup m'ont dit, mais tu occupes trop la scène. Je dis, mais moi, je veux bien, même Moulay Ismaël aussi, avant moi, occupait la scène. Donc, vous pouvez très bien y aller. Donc ça, c'est la première des choses pour un parti comme... La deuxième chose, c'est qu'au sein même du parti, il faut savoir concilier, répondre, être à la disposition des militants et des militantes à n'importe quelle heure, à 2 heures du matin, répondre à des coups de fil, régler des problèmes, intervenir là où il y a des soucis dans les différentes structures du parti, et s'imposer progressivement comme un conciliateur, un facilitateur, un unificateur, un ou une. Donc tout cela doit être préparé. Ce n'est pas seulement moi qui dois venir adouber quelqu'un et lui dire « ce sera toi ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Sur un autre plan, si vous permettez, pour ce congrès, vous avez dit c'est un congrès de transition. Vous l'avez déclaré en particulier dans une interview au journal Bayan, vous savez, le jour même du congrès. Alors, congrès de transition, c'est entre quoi et quoi? Nous avons beaucoup discuté du fait que, vous en conviendrez, toujours en restant modeste et humble, je parle collectivement cette fois, le PPS, la séance d'ouverture du Congrès en est un éclatant témoignage. Le PPS est une force politique, j'allais presque dire majeure sur la scène nationale. Je parle en termes d'influence politique, en termes d'expression de position, en termes de production de propositions. Mais dans le même temps, nous connaissons les limites en termes numériques, en termes d'importance électorale, en termes organisationnels. La transition dont nous avons beaucoup discuté, c'est que sur une optique stratégique, sur un cap stratégique, principalement des 4 prochaines années, que nous puissions raffermir la présence du parti sur le territoire national et sa profonde imbrication dans un certain nombre de milieux sociaux, professionnels et autres, pour faire en sorte que l'importance politique du parti ou plutôt l'importance organisationnelle et électorale du parti puisse être équivalente à son importance politique. Donc c'est cela la transition. C'est comment faire en sorte que lorsque nous nous trouverons en 2026, eh bien, nous soyons dans une situation beaucoup plus positive en termes de représentativité électorale cette fois et organisationnelle, et dans le même temps de raffermissement du caractère collectif de la direction, pour que nous puissions faire émerger une personne, homme ou femme, avec une direction collective et avec un parti qui est mieux installé. Ça, c'est dans le périmètre du champ progressiste. Je reste sur cette question de 4e mandat, si vous le voulez bien, et je vous ai posé une question pour aller un peu à contresens ou à rebrousse-poil. Pourquoi ne pas dire clairement, je vous sens quelque part sur la défensive.
en expliquant ou en justifiant quelque part le fait que vous ayez rempilé pour la 4e fois, enfin pour la 3e fois. Pourquoi ne pas dire tout simplement, puisque ce congrès a été un congrès éminemment démocratique, que rien n'a été préparé à l'avance, que personne ne s'est présenté et que vous avez eu un score fleuve, pourquoi ne pas dire, eh bien parce que les militants me veulent et que je suis resté, pourquoi ne pas le dire? Est-ce qu'il y a un mal à rester quatre fois? Allons-y comme ça, pourquoi pas? Je vais vous dire. Je vous vois sourire, donc c'est déjà mieux comme ça, vous voyez. Non. Vous savez, ce n'est pas une question. Ce qui me gêne dans cette affaire, vous savez, je pense que les gens le savent. Donc, nous sommes des amis par ailleurs et nous nous parlons franchement sur un certain nombre de questions. Ce qui me gêne dans toute cette affaire, c'est le caractère personnel, c'est de parler de moi. C'est pour cela que je n'aime pas parler de moi de manière générale. Parce que j'ai été éduqué dans un parti qui met la personne au service du collectif. J'ai été éduqué dans cela avec des gens comme Ali Atta, comme Abdallah Léchi, comme Samoukhrir, comme Aziz Blel, comme beaucoup d'autres. Je reviens à ma question. Ismail et d'autres. Donc vous savez, je reviens sur ça, c'est important. Mais effectivement, je vais aller dans votre sens en vous disant, après tout, et j'avais une discussion avec un camarade qui me disait « Pourquoi tu ne dis pas clairement que c'est le Congrès qui l'a voulu ?» Voilà. C'est le Congrès qui l'a voulu. Voilà, je vous le dis, c'est les militants qui m'ont contacté par milliers pour me dire tout au long de l'année avant le Congrès en me disant « Mais nous, on ne veut pas que tu partes. Nous, on veut que tu restes. Nous, on a besoin encore que tu assures. » Je dis « Mais jusqu'à quand ?» Je répondais « Jusqu'à quand ? Il va bien falloir qu'à un moment je parte. » Donc, au bout du compte, il s'est installé une idée comme quoi il fallait que je rempile. Que vouliez-vous que je fasse? Que j'arrive au Congrès, qu'il n'y ait pas de candidat et que je leur dise malgré tout je m'en vais et je vous laisse en rade? C'est impossible. J'ai été éduqué dans ce parti. Je rempile pour 4 ans. C'est comme ça. Maintenant, il est certain, je peux vous le dire, que quoi qu'ils fassent, même s'ils doivent me tordre le cou, je ne serai pas là pour l'autre mandat. Je reviens à ma question, si vous le permettez. Vous avez fait état des perspectives et des potentialités du PPS dans le champ progressiste à terme, donc de 2026 et au-delà. Quelle place vous accordez au PPS précisément dans ce champ progressiste par rapport à d'autres formations qui ont des titres historiques comme vous? Très honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, nous jouons un rôle de leadership au niveau de la gauche, au niveau du champ progressiste. Au niveau de l'opposition parlementaire, tout le monde reconnaît aujourd'hui que la voix qui porte le plus, c'est celle du PPS. Comment vous expliquez ça? Nous l'expliquons parce que notre discours reste un discours de gauche. Nous l'expliquons parce que nous savons faire la part des choses entre nous adapter à une réalité et entre le fait de garder notre identité et de garder notre crédibilité. Nous avons payé le prix pour ça, vous le savez, à plusieurs reprises. Et donc, au bout du compte, ça finit par s'installer que s'il y a quand même une force crédible sur la scène politique, c'est le PPS. Je l'explique aussi par le fait que nous n'arrêtons pas de produire. Comparativement à d'autres forces, nous n'arrêtons pas de produire des positions. Nous n'arrêtons pas de produire de la critique aussi, mais de la critique positive. Notre document politique, le dernier qui vient de sortir, comporte une alternative globale. D'ailleurs, le slogan du Congrès était l'alternative démocratique et progressiste. Et donc, personne ne peut venir nous dire, vous savez, vous êtes un parti de blabla, et vous vous exprimez à peine. Nous avons été, sur toutes les années qui sont passées, présents, bureau politique qui se réunit régulièrement. Ce n'est pas le cas chez les autres partis. Tout parti confondu, qui produit un texte et une position, au Parlement une présence significative, ça finit par payer. C'est pour ça que je vous dis une présence politique très forte, mais nous devons impérativement avoir une présence électorale encore plus importante. Vous dites que vous êtes une force crédible au sein de la scène politique, c'est vrai. Vous avez dit que vous êtes une force politique majeure. Et vous voyez bien que les performances électorales sont... Je dis force politique, je l'ai reconnu. Vous avez dit majeure. Politique. Oui, majeure. Bien sûr. Sur le plan politique, oui, bien entendu. Mais ça ne se traduit pas... Vous avez des performances électorales plutôt moyennes. C'est normal. Ça ne se Justement, c'est pas normal. Il y a une incohérence quelque part. Pour 2 raisons. Quelles sont? Je vais vous dire, c'est normal pour 2 raisons. La première, c'est que nous avons un champ électoral qui, de plus en plus, est investi par les forces de l'argent, les forces négatives. Les forces, je l'ai dit ici, et je vous ai dit lors de la dernière émission, attention, regardez le Parlement actuel, regardez les conseillers élus actuels. Et je peux vous dire qu'un certain nombre
allez, de personnes qui assument des responsabilités, je n'irai pas plus loin, disent aujourd'hui, oui, c'est vrai, il y a ce problème. C'est-à-dire que nous n'avons pas le monde de l'argent identifié au patronat officiel ou aux grandes fortunes. Non, nous avons un monde de l'argent souterrain, un monde de l'argent informel, qui peut être dangereux, parce que ce sont des intérêts qui sont profondément antinomiques avec la volonté de réformer l'État, de faire avancer la société. Donc nous avons cela. Nous, tout le monde le sait, lorsque nous nous présentons aux élections, nous n'utilisons pas d'argent. D'abord, nous n'avons pas d'argent utilisé, et ensuite, ça va profondément à l'encontre de nos principes. Et donc, lorsque vous réalisez 22 députés, alors même que nous aurions pu en avoir plus, selon les chiffres que nous avons, mais enfin bon, on passe sur cela, mais 22 députés face à ce tsunami de l'argent, c'est une grosse performance. En second lieu, la deuxième raison, c'est que vous le savez aussi, dans les villes en particulier, où il y a l'intelligentsia, où il y a les gens qui peuvent, les classes moyennes, les gens qui peuvent éventuellement porter un projet de changement, eh bien, le taux de participation est aux alentours de 20%. Et ça impacte très négativement un score comme celui du PPS, car nous adressons à ces gens-là en particulier. Et beaucoup de ces gens-là, quand je les rencontre, me disent, vous savez, c'est très bien ce que vous faites, nous vous aimons bien, etc. Mais je leur dis, est-ce que vous êtes inscrits sur les listes? Ils me disent non. Je leur dis, est-ce que vous votez lorsqu'ils sont inscrits? Ils me disent non. Vous comprenez? Donc voilà deux aspects majeurs qui font que alors, nous devons pouvoir, avec le fait de donner une plus grande crédibilité au champ politique, et nous l'avons dit avant les élections, et nous l'avons dit d'ailleurs avec les deux des partis qui sont dans la coalition. Avec le PAM et avec l'Istiqlal, nous avons produit un document, rappelez-vous, oui, dans lequel nous avons dit, avant d'aller aux élections, il faut régler le problème de la crise de confiance dans les institutions, de la participation politique. C'est un document sans suite. C'est un document sans suite parce que nous avons affaire, peut-être je vous pose la question sur ça, à deux données structurelles cumulatives que vous avez évoquées. La première, c'est la présence maintenant de l'argent, et ça c'est une donnée structurelle. Et la deuxième donnée, c'est la faible participation électorale. Alors, sur ces bases-là, qu'est-ce qu'on peut attendre du PPS et qu'est-ce qu'on peut attendre d'une équation alternative possible? Nous l'avons dit dans notre document aussi, Mustapha, et il y a une chose qui m'inquiète, et je l'ai dit dans mon discours, nous l'avons dit souvent dans d'autres communiqués du parti, je l'ai dit dans mon discours également au nom du comité central présenté au Congrès, pour dire que ce qui nous inquiète profondément, c'est que ce gouvernement, au-delà d'un certain nombre d'autres critiques que nous pouvons faire sur le plan économique et social, sur le plan politique est absent. C'est un gouvernement qui ne s'exprime pas sur ces questions. Il y a trois partis qui ont la majorité, personne ne leur conteste. Ils disent qu'ils ont remporté 5 millions de suffrages, personne ne leur conteste, qui représentent 270 députés, qu'ils ont la majorité partout, dans les deux chambres, dans les conseils, etc., régionaux, mais aucune production par rapport aux réformes économiques, aux réformes politiques nécessaires, à l'élargissement de la démocratie, à la question des droits de l'homme, à la question du poids et du rôle des partis politiques dans la société. Rien pour l'instant, alors même qu'il faut commencer à préparer aujourd'hui une vraie réforme de ce champ politique. Réfléchir au mode de scrutin, réfléchir au rôle des institutions, mettre en œuvre la Constitution de 2011 concrètement sur le terrain et ne pas avoir une Constitution qui édicte un certain nombre de règles, mais qui, dans les faits, ne s'applique pas. Aller sur un souffle nouveau par rapport à la question démocratique, sur l'égalité homme-femme, sur la question des droits de l'homme, sur la question de la liberté de la presse, sur énormément d'autres questions de ce genre, lorsqu'on apportera ce souffle nouveau, rappelez-vous, lorsque Sa Majesté a porté haut et fort, au début de son règne, les questions de la réforme avec équité et réconciliation, avec la question de la femme, avec le rôle justement des partis politiques, lorsque tout cela a été fait, il y a eu tout de suite après, en 2007, une participation beaucoup plus significative et on sentait un intérêt des forces vives
de la nation Et par si- rapport à et cela. si- Nous avons besoin de ça aujourd'hui, et nous le disons en tant que parti, mais lorsque nous voyons ce gouvernement, on a l'impression qu'il n'ose pas toucher à ces Peut-il questions. en Alors, être et si- autrement avec un cabinet qui a cette configuration politique où il n'y a pas beaucoup de ferveur idéologique ni militante? Alors, on va essayer. Si vous D'aucuns, permettez, je peux vous dire que beaucoup de s'il vous personnes plaît, nous disent, on va essayer y de compris sortir. au sein du gouvernement, Eh bien, nous disent que le PPS aurait dû être là justement, notamment On va pour ça. sortir. Mais heureusement que nous avons décidé de ne pas y être parce que nous savions dès le départ que ce gouvernement tel qu'il est établi, dans les conditions dans lesquelles il a été nommé, eh bien, il serait dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Alors, on va sortir un peu de la langue de bois, si vous voulez bien. Ah, parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent était langue de Oui, bois. parce qu'il faut nommer un peu les choses. D'accord. Il faut nommer un peu les choses. Vous avez Très parlé, bien. du problème réel de l'argent dans les opérations électorales. Très bien. On en avait parlé la dernière fois. Vous en avez étiez là. beaucoup qui vous disent qu'il y a le problème de l'argent dans ces plateaux, Oui, sur la il y en scène a eu- électorale, des il y en a- leaders politiques. Il y en a eu Je ne beaucoup, pense il y pas en a eu qu'il y en beaucoup. ait- On va pas les il y en a nommer pas ici, mais beaucoup. il y en a eu beaucoup qui m'ont dit ça, ici même. D'accord, très bien. Voilà, donc premier problème de l'argent. Et puis vous dites aussi que dans ce gouvernement ne communique pas, ne parle pas au niveau de la structuration politique, au niveau de tout ce qu'il y a à réformer sur le plan politique. Or, dans ce gouvernement, il y a une majorité, il est constitué d'une majorité avec 3 partis. RNI, PAM, Parti de l'Istiqlal. Vous étiez allié avec le PAM et le Parti de l'Istiqlal, vous en avez parlé, enfin il y a eu une sorte d'alliance qui a été faite, je me souviens. Nous donc, étions c'était, je pense, ensemble dans l'opposition en et juillet nous avons 2020. coordonné nos Et ils positions. parlaient beaucoup, ces 2 partis, Oui. et là maintenant ils ne parlent plus au Ouais. gouvernement. Voilà, Est-ce tout à qu'il y a un fait. problème RNI? Si on combine les 2 questions. Non. Pour être clair, essayons de dire les choses un peu. On vous demande d'accuser personne. Vous savez, mais non, s'il non. y a quelque chose à dire, il faut Non, le je vais dire. vous dire clairement, vous savez, moi j'ai toujours dit une chose fondamentale. Si on veut vraiment redonner de la vigueur à notre action politique de manière générale et également au projet de société quel qu'il soit, et en particulier à ce que nous avons appelé à ce consensus qui s'est formé autour d'un nouveau modèle de développement. Quid d'ailleurs de ce nouveau modèle de développement chez l'actuel gouvernement? Plus personne n'en parle. Il est dépassé maintenant. Plus personne n'en pratiquement. parle. Voilà. Pratiquement. Donc c'est dommage, parce qu'autant d'efforts fournis pour que finalement tout cela soit mis Au niveau des chiffres présentés, il est dépassé, oui, dans le c'est tiroir, est largement dépassé. Très bien. Eh bien, j'ai toujours dit il y a 3 niveaux d'action. Il faut qu'au niveau de l'État marocain, dans la décision politique qui prime à ce niveau, qu'il y ait cette volonté de se dire nous n'aurons, et nous l'avons dit nous, lorsque nous avons présenté notre vision sur le nouveau modèle de développement. On a dit, après avoir parlé de l'homme au centre du développement, enfin d'un certain nombre de propositions, on a dit, tout cela, et c'est ce qui arrive aujourd'hui, ne pourra pas être mis en œuvre s'il n'y a pas un portage politique sérieux. Quand de vous ces dites questions. l'État, c'est le gouvernement. Quand je dis l'État, c'est le gouvernement et toutes les institutions qui font l'État, qu'il y ait une volonté profonde de réformer. Réformer l'État, réformer les institutions, donner de la vigueur à la mise en œuvre de la Constitution. Première condition. La deuxième condition, et c'est ce qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est que les partis politiques assument leurs responsabilités, que les partis défendent leurs prérogatives, défendent leur existence, défendent leur autonomie de décision, se donnent de la crédibilité aux yeux du citoyen, que tout le monde se dise nous avons de vrais partis, qu'ils soient libéraux, ou islamistes, ou centristes, ou progressistes et de gauche, d'où qu'ils soient, que ce soit des partis qui défendent des idées réelles et qui le fassent de manière autonome pour se réconcilier avec l'opinion publique. Et en troisième lieu, que cela puisse contribuer à ce que le citoyen intervienne désormais dans la scène politique de manière sérieuse, en participant par la proposition, par la critique, mais également par le vote. Citoyen. Ces conditions, aujourd'hui, ne sont pas réunies. Quel est le mode d'emploi? C'est bien, nous sommes tous d'accord sur ce que vous dites. L'État doit accompagner, les partis politiques doivent se réformer, il s'agit de réhabiliter la politique aux yeux du citoyen, soit. Mais quel est le mode opératoire? Mais vous savez, lorsque je vous dis que l'État le fasse, je n'arrête pas à tous les niveaux d'intervention, d'accord, dans lesquels je me trouve, et en discutant à différents niveaux, et tant mieux. J'ai cette possibilité, je l'utilise, aussi bien avec des officiels qu'avec d'autres partis politiques, qu'avec différentes forces dans la société. Donc, qu'il y ait vraiment la mise en œuvre de cela.
Et pendant les 4 ans qui vont venir, nous le dirons fortement. Parce que nous savons que sans cela, il se crée un vide politique dans la société et la nature a horreur du vide. Et à partir de là, il peut y avoir, si on rajoute à cela les difficultés économiques et sociales, il peut y avoir des développements qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt de notre pays. Vous avez dit dans votre discours, vous avez parlé dans votre... En deuxième lieu, que voulez-vous que je fasse personnellement ou que le PPS fasse par rapport aux autres partis? Quand je parle à ces partis, je leur dis, mais ça, c'est à vous d'assumer. C'est à vous d'avoir la capacité. Ma question est différente, si vous permettez. On laisse finir. Non, pardon. À ce stade du développement. Leur tourne. Ma question est différente. Sur le constat, nous sommes tous d'accord. Oui. Et donc, je prends acte de ce que vous proposez. C'est les conditions de concrétisation de cette profession de foi qui sont à définir. Avec quels instruments et forcément une forte dose de volontarisme. Je vais essayer d'être plus clair. Vous allez répondre après la pause, parce que nous prenons une pause. Je vous disais que l'heure tourne, que l'horloge tourne, elle tourne vite, donc vous y répondrez après la pause. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Deuxième partie de l'entretien avec Mohamed Nabil Ben Abdallah, avec moi sur le plateau. Mostafa Sahimi, vous posez une question juste avant la pause. Mostafa Sahimi, reprenez-la brièvement de manière à ce qu'il puisse répondre. Ma question, c'est que nous sommes tous d'accord sur le constat et on ne peut qu'y souscrire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour amener l'État à s'investir davantage dans le système et donc à promouvoir de nouvelles réformes? Également se préoccuper de l'action des partis politiques qui doivent se restructurer. Et troisième point que vous avez évoqué, comment réhabiliter la politique aux yeux du citoyen. Sur ce plan-là, nous sommes tous d'accord. C'est le mode opératoire qui me pose problème et j'aimerais avoir votre réponse. De là l'importance du politique, de là l'importance des forces politiques. Et lorsqu'on dit « Inna Allah yuhibbul abdil milhah », il faut que nous ayons la capacité d'insister et d'assumer en tant que parti, de manière globale, ces positions. Je m'en réfère en cela aux différentes périodes historiques que nous avons connues. Il y a eu des périodes historiques beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles, dans lesquelles les forces de ce que nous appelions à l'époque le mouvement national assumaient des positions, disaient il faut réformer l'État, il faut démocratiser, présenter des mémorandas en la matière, alors même que les conditions n'étaient pas très propices à cela. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut que les partis assument la mise en œuvre réelle de la Constitution de 2021, dans le cadre de l'équilibre des pouvoirs, dans le cadre de ce qui est tracé par cette Constitution. Et ça, les partis, aujourd'hui, malheureusement, ne le font pas. Et donc, la preuve, quand je vous dis vous avez 3 forces politiques majeures aujourd'hui, en tout cas majeures de par les élections, qui oublient complètement le champ politique, le champ démocratique, qui n'en parlent pas. Il a fallu que Sa Majesté parle de la nécessité de donner un nouvel élan à la question de l'égalité, notamment. Mais même sur cela, plusieurs semaines sont passées, on les attend encore. Et donc, voilà, si les partis n'assument pas et n'ont pas la force pour, s'il le faut, prendre des coups, être critiqués, etc., mais jusqu'à porter ce projet, ça va être très difficile. À votre décharge, Nabil Ben Abdallah, pour la question d'égalité, vous avez toujours été au premier plan, vous avez toujours été précurseur au niveau du PPS à prôner l'égalité, en tout point de vue d'ailleurs. Mais pour les solutions, que faire, que disait Mostafa Sahimi, vous avez une proposition que vous avez dite lors de votre discours d'ouverture au 11e congrès. Je vous cite. L'urgente, vous avez parlé de l'urgente et historique nécessité d'une nouvelle coalition des forces nationales et démocratiques. Vous en parliez à un moment, le mouvement national, donc comment vous voyez les choses. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi autre chose. Élargir la logique
pour inclure ce que nous appelons dans notre parti le mouvement social citoyen, avec des revendications de droits, d'égalité de jeunesse civile, écologique, sociale et autres. Très bien. Donc vous avez une double voie sur laquelle vous voulez partir. Qu'est-ce que vous allez faire là-dedans pour ça, pour la coalition des forces nationales et pour le mouvement social citoyen dont vous parlez? Vous avez l'impression de brasser très large, oui. Mais comment allez-vous faire concrètement? Parce que, et ça renforce la réponse que je veux donner à Sim Mustapha également, parce que pour créer cette force de plaidoyer politique, cette force qui permette réellement d'avoir de l'influence sur la décision officielle dans le pays, eh bien, il faut que nous revenions à des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que les forces, ce qu'on a appelé à un moment du mouvement national démocratique, d'aucuns vont me dire votre discours est éculé, il n'est pas éculé. Moi, je travaille avec les forces qui existent. Je ne vais pas en inventer d'autres. Alors donc, qu'on puisse aller vers ces forces-là, même si l'une d'entre elles se trouve aujourd'hui dans la majorité, les autres sont dans l'opposition, mais qu'on voit comment il est possible de coordonner notre action pour donner ce nouvel élan politique. Mais dans le même temps, nous savons qu'il y a un affaiblissement, nous savons qu'il y a un vide politique, nous savons qu'il y a un problème de crédibilité. Et donc nous nous disons, il faut qu'on puisse également fédérer toutes les énergies qui agissent dans le domaine des droits de l'homme, des droits de la femme, de l'amélioration des conditions dans le monde rural, dans le monde des montagnes, de la lutte contre la cherté de la vie. Enfin, tout ce qui s'exprime d'une manière ou d'une autre sur le front social, sur le front citoyen, ça s'est fait dans d'autres pays, et bien que nous puissions créer une force motrice nouvelle qui dépasse le carcan des murs des partis politiques actuels, y compris le nôtre. Et nous n'avons pas de prétention d'être une force hégémonique en cela. Nous voulons aider, nous voulons faire en sorte que nous puissions pousser cela pour donner une alternative. Parce que nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, il y a un problème sur le champ politique. Donc si ça ne marche pas avec les partis, que nous puissions fédérer cela. Mais constatez avec moi, et ça c'est désolant, que même sur le champ de la revendication des droits de l'homme, les grandes organisations des droits de l'homme qui se sont battues pendant des années, il y a un affaiblissement. Sur le champ de la revendication féminine, les grandes associations qui ont porté ce combat, il y a également un problème. Sur le front syndical, des problèmes entre les directions, comme cela est le cas pour les partis, c'est la même chose, des problèmes entre les directions des partis et la base, avec tout ce qu'on appelle coordination et autres qui sortent. Vous avez la discussion avec les avocats, par exemple. Les avocats ont toujours constitué une force importante dans la société. Le gouvernement s'assoit avec les ordres, d'accord, au niveau national, et lorsqu'il sort avec un accord, au niveau de la base un certain nombre de coordinations ou autres. Alors, vous voyez, tout cela est dangereux aujourd'hui pour le système de démocratie représentative. Que ça ne parle pas à une jeunesse, à de nouvelles générations qui ont peut-être d'autres soucis. Je ne dis pas que les droits de l'homme ou que le mouvement féministe, les droits de la femme ne sont pas importants, ils sont très importants. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce sont d'autres choses peut-être qui peuvent intéresser les jeunes, qui peuvent fédérer les jeunes? Les nouveaux métiers, les nouvelles technologies, les nouveaux défis de l'avenir. Oui, tous ces nouveaux moyens doivent être utilisés, je vous le dis. Mais permettez-moi de vous dire une chose, je sais que vous allez être d'accord avec moi, et que Sim Mustapha, qui en a vu d'autres aussi. Vous savez, c'est important de dire il faut savoir parler aux jeunes. C'est important de dire, excusez-moi cette expression, casse-toi Nabil, laisse la place, d'accord, et que des jeunes émergent. Mais qu'ils viennent les jeunes. Ça fait 30 ans que je dis aux jeunes, venez. Lorsque nous étions jeunes, lorsque vous l'étiez, lorsque Sim Mustapha l'était, et lorsque d'autres forces politiques, il y avait des jeunes, il y en a qui se sont battus au péril de leur vie dans les partis politiques, à l'extérieur des partis politiques, pour l'indépendance, pour la démocratie dans le pays, pour les droits de l'homme. Il faut que ces jeunes aussi se battent. Il faut que ces jeunes aussi comprennent qu'il faut s'intéresser à la politique. Être là, en position, c'est pour ça que je dis le citoyen doit aussi intervenir.
Être là en train de se dire « Oh, celui-là, pourquoi il remplit pour un quatrième mandat ?» Les forces politiques ne servent à rien, le Parlement ne sert à rien, les conseils élus ne servent à rien. Dans la critique stérile, ça ne va pas très loin. Et lorsque nous voulons porter le changement, et lorsque nous allons aux urnes, et que nous nous présentons et que nous amenons des candidats valables, qui sont capables demain de représenter quelque chose, eh bien ces jeunes, ces forces vives ne sont pas là pour voter. Donc c'est bien beau de nous faire assumer une responsabilité, mais cette responsabilité est partagée. Il faut que ces jeunes comprennent qu'on n'a rien sans rien, et que nous, et ceux qui étaient avant nous, bien, nous nous sommes battus pour avoir ce que nous avons aujourd'hui. Donc s'ils veulent mieux encore, il va falloir aussi qu'ils se battent pour cela. Et s'ils veulent prendre la place, il faut qu'ils comprennent que ça ne se fait pas par une désignation, que se retrouver en train de diriger un parti politique ou avoir un poste de responsabilité à un quelconque niveau institutionnel ou politique ou démocratique, eh bien, il y a un parcours, il y a une éducation politique à avoir, il y a une formation politique à obtenir en la matière pour que cela puisse se faire. Je vais vous donner un exemple en cela. On peut très bien être très brillant sur le plan technocratique, sur le plan technique. Nous en avons aujourd'hui au gouvernement. Et effectivement, ils peuvent être très bons dans leur secteur. Mais lorsqu'on leur demande de mobiliser le peuple, lorsqu'on leur demande de parler au Parlement, lorsqu'on leur demande de pouvoir fédérer et entraîner avec eux un mouvement social pour opérer le changement, eh bien, c'est là qu'on découvre leurs limites. Donc, c'est pour cela qu'il y a la nécessité de réformer le politique pour porter le changement. Et c'est une responsabilité partagée aujourd'hui. Vous faites référence plusieurs fois, d'ailleurs, vous avez repris ça au Congrès aussi, à la nécessité d'un mouvement social citoyen. Bien. Il y a un certain nombre de questions sur ça. Un, à mon avis, la dynamique sociale, elle n'est plus tellement dans le champ des partis politiques, me semble-t-il. Elle est plus dans le mouvement associatif. Le mouvement associatif qui est d'ailleurs divisé, compliqué, brouillon, confus, etc. Mais de fait, globalement, la dynamique sociale, elle est dans ce champ-là, avec d'ailleurs une effervescence brouillonne, corporatiste, par les architectes, des avocats, des enseignants, tout ça, etc. Ce capital-là, il est hors parti politique. Oui. Bien. Alors la question est de savoir comment les partis politiques et la proposition que vous faites de réformer le système partisan, comment ce système-là peut prendre en charge un mouvement associatif aussi brouillon et aussi activiste, lequel mouvement forcément n'est pas intéressé par une adhésion à tel ou tel parti politique. Mais c'est ça la complexité. Qu'est-ce qu'on fait? La complexité, c'est cela, c'est que le nec plus ultra aujourd'hui, pour ces compétences-là, enfin ces forces, c'est de se dire indépendant des forces politiques, de dire que les forces politiques sont passables, sont médiocres, qu'elles n'apportent rien de concret aujourd'hui dans la société. Enfin, c'est ce que disent. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup ce discours. Les réseaux sociaux constituent une formidable capacité d'expression, mais convenez avec moi que c'est souvent une expression négative. Le meilleur et le pire. Une expression rebelle, de refus, mais concrètement, refus de tout, et dans le même temps, pas de perspective. Or, une société ne peut pas vivre sans perspective. Une société ne peut pas vivre sans force motrice. Donc, il faut que tout le monde reconnaisse la nécessité de fédérer les énergies. C'est l'une des choses les plus importantes apportées par le nouveau modèle de développement, cette question de fédération des énergies. Parce qu'ils ont compris qu'en fait, il faut avoir la capacité d'intégrer toutes les forces vives, comme on les appelle, dans ce phénomène, et d'arrêter de se regarder en chien de faïence. On n'arrivera à rien sans une citoyenneté assumée. On n'arrivera à rien de la même manière sans des forces politiques présentes dans les institutions, qui jouent leur rôle, qui encadrent. Et on n'arrivera à rien non plus sans avoir l'État qui assume pleinement cette constitution de 2011 et qui la met en œuvre progressivement. Donc, vous voyez, c'est tout cela qu'il faut arriver. Nous essayons, nous savons que nous sommes limités
par notre force, par notre capacité d'intervention et autres, mais nous faisons le maximum et on essaye de tendre le bras là où il faut pour faire avancer Alors les soyons concrets, toujours pour aller dans le même sens de la question de Mustafa Sahimi, pour ce mouvement social citoyen qui s'exprime essentiellement sur les réseaux sociaux. Vous parlez de la Constitution de 2011. Non. Essentiellement. Sur les réseaux sociaux, c'est là où on touche le plus de monde. Oui, non, mais d'accord, mais vous c'est savez pas... bien. Oui, mais comme c'est un aspect. Il y a un aspect, parce que malheureusement, vous savez ce qui se passe sur les réseaux. Soyons sincères. Je termine ma question, après vous répondez. Sur les réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est que les personnes qui portent des idées positives, lorsqu'elles essayent de les exprimer sur les réseaux sociaux, souvent, excusez-moi l'expression encore, elles se font se matcher. Souvent, elles en prennent plein le visage. D'accord ? Oui, pour rester correct. Elles en prennent plein le visage en la matière et donc elles évitent d'aller sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, je le répète, il y a souvent l'expression d'un désaveu à l'égard de tout. C'est réducteur de dire ça. C'est réducteur de dire ça. Sur les réseaux sociaux, il y a des valeurs qui sont portées, qu'on ne retrouve pas au niveau de la classe politique, les valeurs de la société. Nous avons un problème dans ce pays, c'est que nous avons l'impression que la société et la politique sont deux droites parallèles. Et vous savez qu'elles se rencontrent rarement, les droites parallèles. Vous avez bien vu que le PJD, pendant 10 ans, de 2011 à 2016, pour les 2 élections, a surfé sur les réseaux sociaux et il a eu du succès avec ça. Vous avez bien vu que le RNI, pour les élections de 2021, donc les 2-3 années qui ont précédé, était sur les réseaux sociaux. C'est une partie de l'argent dont vous parliez tout à l'heure. Mais il n'y a pas que de l'argent malhonnête dans les élections. Travailler avec des moyens, parce que maintenant, nous sommes en 2020, nous sommes en 2022. Justement, vous n'y êtes pas suffisamment pour aller chez cette jeunesse qui est contestatrice, qui est frondeuse, qui est parfois turbulente, peut-être même plus, pour les convaincre, pour porter le discours qu'il faut. J'ai l'impression que le PPS a des valeurs, les valeurs qu'il faut, de bonnes valeurs, mais qu'elles ne portent pas. Elles ne vont pas dans les quartiers, elles ne vont pas dans les chaumières, elles ne vont pas dans l'esprit électeur des gens. Et je pense que c'est ça le problème. Pourquoi vous ne le faites pas? Et c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, la langue de bois. Excusez-moi l'expression. C'est-à-dire la langue d'un politique qui dit les choses telles qu'il les pense, et il les pense très certainement, mais elles n'atteignent pas leur cible. Je ne répondrai pas encore une fois à la langue de bois, très honnêtement. Vous n'aimez pas l'expression? Non, mais très honnêtement. Je n'aime pas l'expression, pas lorsqu'il s'agit de moi. Je veux dire, moi, je suis là, je dis le max de ce qu'il peut dire, je vous le dis, je l'assume. Je vais jusqu'à l'extrême limite de ce qu'on appelle chez nous les lignes rouges. Vous voyez, j'assume, je vous dis. Je vais là, d'accord? Et je vous dis ce qui peut être dit. Donc, je vous dis le maximum. Maintenant, vous avez raison. Et nous avons, dans le sens, produit 2 choses, 2 documents. Un document que nous avons appelé fusion dans la société, Insehar. Et un autre document, lorsqu'on a vu que ça ne prenait pas, et ça ne prend toujours pas, un autre document que nous avons nommé enracinement et fusion et imbrication dans la société, Tajdor ou Ansehar. Et nous nous sommes adressés à nos militants, à nos militantes, à nos structures pour leur dire, écoutez, nous ne pouvons pas avancer malgré ce qui se passe. Comme esprit négatif, malgré la crise de confiance, nous avons impérativement besoin d'être dans les chaumières, dans les quartiers, dans le monde rural, dans les montagnes, au niveau du monde de la culture, des intellectuels, des différents corps de métier. Nous avons besoin vraiment de développer encore plus. Notre discours est un discours qui peut être accepté. Les valeurs que nous portons sont des valeurs qui sont bonnes. Le projet de société qui est le nôtre est un projet de société qui peut être crédible, mais nous avons un problème de militantisme. Nous avons un problème, et ça c'est un peu la crise du politique, pas la crise politique, la crise du politique à l'international, mais également chez nous. Et nous avons du mal, oui, nous le reconnaissons. Nous avons du mal avec nos propres militants d'abord, à ce qu'ils puissent avoir la même énergie, la même fougue que ce qu'il y avait avant. Il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, la même capacité à se sacrifier, à être dans des actions jusqu'à des heures tardives de la soirée et de la nuit, à donner énormément de temps au détriment du travail, au détriment du revenu de tous les jours pour
pour pouvoir subvenir aux besoins d'une famille. Donc, c'est très difficile à faire aujourd'hui, je le reconnais, c'est pas facile. Et regardez combien aujourd'hui il y a une sorte de fossé qui s'est créé on va passer entre l'action sociale et entre l'action politique. On va passer un peu à l'actualité avec Moustapha Sahimi, mais avant, je voudrais, juste pour vous mettre à l'aise, retirer le terme de l'expression langue de bois et la remplacer par sentier battu, si vous préférez. Voilà, oui. Alors, on passe, si vous voulez bien, à l'actualité. Vous savez, je vais vous dire, même pour sentier battu, je vais dire une chose. Moi, j'ai rien d'autre à offrir que tout ce que j'ai dit. Voilà. Je ne pense pas... Le PPS n'est pas un parti d'aventure ou d'aventurisme. Le PPS n'est pas un parti qui est là pour servir un discours d'extrême radicalité qui ne mène à rien, d'accord, qui va juste fermer encore plus les portes, faire peur aux gens, pas l'oublier dans la situation d'aujourd'hui. Le PPS n'est pas un parti qui va verser dans la démagogie, dans l'opportunisme. Donc, nous disons les choses et nous savons que pour construire, il faut du temps, il faut de l'action, il faut du sacrifice, il faut la capacité à la loi de finances. J'ai deux questions, si vous le permettez, puisque j'ai la parole. La première question, c'est sur l'actualité, évidemment. Il y a le projet de loi de finances 2023. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce qui est à retenir? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Est-ce que ce gouvernement pouvait produire autre chose que ce projet de loi de finances? Et j'ai une deuxième question pour la fin. Le PPS dans l'opposition jusqu'à 2026, oui ou non? Comment vous voyez ça? Oui. Oui, sauf des circonstances que nous ne souhaitons pas pour notre pays. L'histoire est dynamique. Non, je dis sauf des circonstances que nous ne souhaitons pas pour notre pays, c'est-à-dire qu'il y ait un problème social ou politique qui se produise. Non, je pense que, je l'ai dit en présence du chef du gouvernement lors de la séance inaugurale du Congrès, nous souhaitons que ce gouvernement puisse réussir. Parce qu'il est encore là pour 4 ans. Et nous souhaitons qu'il puisse réussir parce que la situation est difficile internationalement, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a des répercussions très négatives sur notre situation interne également, comme c'est le cas pour d'autres pays. Sauf que dans d'autres pays, les gouvernements réagissent. Ils produisent du sens. Ils produisent des décisions. Ils ne se contentent pas de dire ça se passe mal à l'international, donc chez nous, on gère. Non, vous n'êtes pas là juste pour générer. Alors, ce qui produit du sens dans la loi de finances, non. Vous passez à la première question. Vous avez répondu. Non, mais c'est cela. Mais j'explique pourquoi ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là parce que, d'abord, ils n'arrivent pas à placer leur loi de finances dans une perspective, en disant, voilà ce que nous allons réaliser, voilà où nous allons pour rouvrir la voie. Et ça, c'est éminemment politique. C'est ce qui leur manque. Cette capacité à porter ce discours. En second lieu, on ne sent pas l'installation d'idées de réforme sur des questions majeures qui sont posées lors de la société, c'est absent. Qu'est-ce que nous retrouvons dans cette loi de finances? Des mesurettes. Une mesure par-ci, une mesure par-là, une volonté de capter un peu plus d'impôts par-là, d'aller toucher certains secteurs. C'est bien, mais ce n'est pas la réforme fiscale qui est attendue. Il y a une réforme, il y a un texte qui a été produit dans ce sens. Sur la question sociale, on parle de la question de la généralisation de la couverture sociale universelle, mais on en parle beaucoup sans vraiment voir le bout pour avoir, même si sur le discours, oui, il y a aujourd'hui la nécessité d'une offre publique de soins de niveau, etc. Et les moyens et le financement, on ne voit pas comment ça va venir. Il y a la manne des 28 milliards jusqu'à fin août, probablement 40 milliards à fin décembre, mais dans laquelle, comme je l'ai dit, je suis à l'abdo, je veux dire, je veux bien que vous preniez cet argent pour financer en partie la caisse de compensation, pour financer en partie la question de la généralisation sociale universelle. Mais ce n'était pas ça qui était prévu. Vous attendiez pas cet argent. Vous aviez un système de financement pour cela. Il est où? Où vous allez trouver cet argent? Vous ne le dites pas. C'est la question économique. Et je l'ai dit ça aussi lors du Congrès. Mais vous devez produire de la richesse pour pouvoir la redistribuer. Or, l'économie souffre.
et l'entreprise souffre. On n'a pas senti des mesures en faveur de la relance économique. Vous ne pensez Il y a pas qu'à leur décharge, dans cette- il y a quand même une crise, il y a quand même une sécheresse, il y a quand même... Il y a une crise. À leur décharge, quand même. Il y a, le je gouvernement. le dis, écoutez, j'ai commencé par dire situation internationale très difficile, sécheresse, conditions climatiques défavorables, tout cela oui. Mais convenez avec moi que cette situation existe dans les pays européens, dans des pays autres, etc. Qui patauge aussi. Hein, Qui- vous savez. non, mais qui patauge, tout autant. qui patauge, mais qui prennent des mesures, qui prennent des mesures, qui ont un cap et qui l'annoncent et qui mobilisent et qui essayent de faire en sorte que la situation puisse être maîtrisée pour être dans les meilleures conditions d'un nouveau départ lorsque les conditions s'y prêteront. Ce n'est pas le cas pour ce gouvernement. Et avec des choses contradictoires qui s'opèrent, avec des décisions, des contre-décisions. Donc cette loi de finances, nous avons voté contre, évidemment, cette loi de finances au sein du Parlement, eh bien, n'est pas porteuse, elle ne s'intègre pas dans le cadre de ce projet. Et encore une fois, j'appelle ce gouvernement à ouvrir un vrai débat et à mobiliser et à sortir, expliquer, à venir sur les plateaux de télévision, à dire où vous voulez aller. Ils ont des difficultés qu'ils viennent les expliquer. J'ai dit, j'aimerais le souligner. Nous avons rencontré en tant qu'opposition Sir Aziz Akhannouch. Lorsque nous l'avons rencontré... C'est la question que je voulais vous poser justement. Nous l'avons rencontré. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Eh bien, il nous a expliqué ce qu'il faisait. Et à la fin, la première chose que je lui ai dit, c'est Aziz, bien que je sois encore en désaccord sur certaines autres questions, mais tel que vous nous avez expliqué les choses là, sortez, dites-le, expliquez, dites où vous voulez aller, dites quelles sont vos difficultés, dites comment vous comptez résorber un certain nombre et dépasser un certain nombre d'écueils, un certain nombre de problèmes. Vous l'avez bien fait avec nous, là. C'est intéressant, Ouais. c'est convaincant ce qu'il dit, parce que justement, il n'en parle pas beaucoup dans les médias. C'est-à-dire que sur Si vous nous expliquez certains aspects, j'ai fait un compte-rendu au bureau politique, j'ai dit très honnêtement, c'était en tout cas mieux argumenté. Il y avait une vision un peu plus globale. Donc, pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vos ministres ne sortent pas? Pourquoi ils ne s'expriment pas? Pourquoi ils ne portent pas ce discours global pour essayer de mobiliser la première... Vous savez, tout gouvernement, quel qu'il soit, pour qu'il puisse réussir, et on enseigne ça dans les universités, n'est-ce pas? Il faut qu'il produise les conditions d'une mobilisation sociale, que les gens suivent, que les gens adhèrent. Or, ce gouvernement est aujourd'hui profondément handicapé par le fait que, eh bien, il est considéré comme un gouvernement qui ne répond pas aux attentes. Et donc cette idée s'est installée. Il faudrait déjà aller à contresens de cela. Et ça ne se fait pas juste avec une loi de finances qui passe au Parlement avec quelques mesures de ci, de là. Mohamed Nabil Ben Abdallah, merci d'avoir répondu à nos questions. Mustafa Sahimi, merci de les avoir posées. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.